êtes près de 1200 ce soir pour assister à cet entretien avec Patrick de Carolis, que je remercie à nouveau d'être là, malgré un agenda extrêmement chargé actuellement, puisque vous le savez sans doute, il fait partie des candidats à la présidence de France Télévisions. On le sait depuis maintenant tout juste une semaine. Et son audition aura lieu dans 15 jours et les résultats suivront très prochainement. Alors c'est évidemment le journaliste, présentateur de Racine et des ailes que nous recevons, qui a quasiment fait, je crois, toutes les chaînes de télévision, à part Canal+. Vous avez fait TF1, France 3, France 2, la 5, M6. M6, la 3 au début. Ouais. Il y a Arte et Canal+, que vous n'avez pas fait en fait. Arte, Canal+, et puis celle du câble et du satellite. Il en reste pas mal encore. Il en reste pas mal. Alors, mais c'est aussi l'écrivain que nous recevons ce soir, puisque est sorti il y a maintenant de cela 6 semaines Les Demoiselles de Provence. C'est le deuxième livre de Patrick de Carolis après Conversation, un livre entretien avec Bernadette Chirac qui s'était quand même vendu à 400 000 exemplaires, et celui-ci est parti également pour une bonne carrière, puisqu'après 6 semaines, il en est déjà à 100 000 exemplaires. Et 120. 120, tout augmente. Tout non, augmente. Le chiffre est tombé aujourd'hui, donc c'est pour ça que... Bon, très bien, 120 000. Alors, est-ce que parmi vous, certains d'ailleurs, ont lu ce livre déjà, Les Demoiselles de Provence? Tant mieux. Tant mieux, ça très bien. Donc ça me laisse encore une marge de progression. Très bien. Alors moi je veux vous dire vraiment, je ne suis pas a priori, ça c'est mon avis personnel, attiré au départ par les livres historiques, et j'ai été totalement captivé par ce livre de 430 pages que j'ai lu en 3 jours, tellement j'ai été vraiment captivé par le destin de ces 4 filles, demoiselles de Provence, qui sont donc les filles du comte de Provence. Nous sommes au XIIIe siècle, et ces 4 jeunes filles vont régner sur 4 des royaumes les plus convoités. Ce qui est terrible avec un livre, c'est que vous mettez 2 ans et demi à l'écrire et il est lu en résumé 3 jours. En 3 jours. Ah, il est lu en 3 jours. Et résumé en quelques lignes. Et donc on va raconter ce soir évidemment pas tous les détails, parce que évidemment il y a de nombreuses anecdotes et puis aussi une part d'invention, mais vous en parlerez tout à l'heure, de romans en tout cas. Donc on va essayer de retracer un petit peu le destin de ces 4 jeunes filles, entre autres reine d'Angleterre, reine de France, ce qui n'est pas rien. Alors d'abord, est-ce qu'on ne peut pas finalement situer la naissance de ce livre pas très loin d'ici, je crois, à une centaine de kilomètres? C'était au château d'Angers. C'était au château d'Angers il y a 4 ans. Eh bien, je cherchais un lieu en fait qui pourrait ou aurait pu abriter des racines et des ailes. Et vous savez, à travers toute la France, c'est un peu comme le guide Michelin. À travers toute la France, j'ai quelques journalistes qui regardent les lieux, qui les notent, qui regardent un petit peu les aspects techniques, les aspects contenus également. Et puis, on m'avait signalé le château d'Angers. J'y suis allé. Et tout de suite, on m'a parlé de Charles d'Anjou et de son épouse, Béatrice. Béatrice que je ne connaissais pas. Béatrice de Provence, et c'est par le biais de cette jeune fille que j'ai commencé à m'intéresser à la famille du comte de Provence. C'est la 4e fille, donc, hein, c'est la Benjamine. C'est la 4e fille. Le comte de Provence, Raymond Béranger V, a eu 4 filles, Marguerite, Éléonore, Sancy. Alors je dis Sancy, ça s'écrit S-A-N-C-I-E. Dans les documents que j'ai pu me procurer, elle est écrit, ce prénom est écrit également comme Sanchi, S-A-N-C-H-I-E. Moi, j'ai opté pour Sancy, je trouve ça plus agréable. Et la 4e, c'est donc Béatrice. Alors, c'est un travail de bénédictin, j'imagine, pour vous, qui a dû commencer, c'est le cas de le dire, dans un lieu comme celui-ci, parce que je crois que c'est 2 ans de travail. Au départ, vous vous êtes dit, je vais faire des recherches historiques moi-même, et puis vous avez été confronté à quelques difficultés. Oui, parce qu'au début, je suis allé, j'ai commencé par le lieu le plus proche où l'on peut trouver des documents extraordinaires. Ce sont les archives nationales à Paris, qui sont dans le Marais. Et là, je me suis installé, et au bout de quelques minutes, eh bien, il y a quelques personnes qui sont venues me parler de l'émission, de la télévision, etc. Donc ça a pris un certain temps, et 1 heure après, j'avais toujours pas ouvert un document. Je me suis dit que si je commence comme ça va être difficile d'écrire ce livre. Et puis j'ai dîné un soir avec Françoise Chandernagor, magnifique écrivain qui avait l'habitude donc de travailler sur des livres historiques. Je lui dis, comment est-ce que vous écrivez vos livres? Elle m'a dit, moi je prends des étudiants, je prends des enquêteurs, des documentaristes qui vont un petit peu chercher, puiser ma documentation, parce que chaque fois que je mets les pieds dans un lieu public, pareil, j'ai tous les gens qui viennent me parler de mes livres précédents, etc. Et donc c'est très difficile. Et puis elle m'avait dit une chose, surtout ne parlez jamais de votre livre et de l'idée de votre livre. Et c'est pour ça qu'elle n'allait pas elle-même faire les enquêtes, parce qu'on disait, chaque fois on me demandait sur quoi vous travaillez. Et donc le secret, comme ça, chez les éditeurs, c'est de garder l'idée jusqu'au dernier moment,
pour créer la surprise et faire en sorte que le voisin ne travaille pas sur le même personnage. Quand vous passez, comme moi, 2 ans et demi sur un livre, ou parfois pour d'autres écrivains, plus de temps, et qu'à l'arrivée, vous êtes 2, 3 ou parfois 4 à être sur la même idée, c'est un peu décevant. Donc il faut garder le secret le plus longtemps possible. C'est un documentaliste qui a travaillé pour vous, Philippe Franchini, je crois. Il Absolument, qui à mes côtés est allé sur le terrain recueillir les documents en fonction de ce que je lui disais, un peu comme un journaliste. Donc il est parti en Grande-Bretagne, il est parti dans le Sud, etc. Puis il me ramenait, il me rapportait. C'est un travail passionnant en même temps. Que vous oui, regrettez peut-être de ne pas avoir fait. Exigeant pour lui parce qu'il avait des masses, il fallait qu'il trie, que je lise très rapidement pour orienter ses recherches, disant ça on laisse tomber, ça, etc. Ce qui fait qu'on a parfois, et j'ai parfois trouvé des personnages magnifiques, extraordinaires, avec qui j'avais envie de cheminer un petit peu, mais tout de suite je les ai abandonnés parce qu'ils m'éloignaient de mes 4 jeunes filles. Mais comment personne n'a-t-il pu penser avant à cette histoire incroyable de ces 4 demoiselles? C'est-à-dire que ces 4 demoiselles sont citées quand vous lisez Le Goff, spécialiste, historien, grand spécialiste de Louis IX. Vous avez dans son livre les demoiselles. Mais personne n'avait pensé à les réunir et à faire en sorte de travailler sur un livre à travers leur prisme, à travers leur regard. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors donc le livre débute en 1231, on est à quelques jours de la naissance de Béatrice, la dernière de la famille, et le comte Raymond Béranger V, lui évidemment attend un fils, parce qu'il a déjà eu 3 garçons mais qui sont décédés en bas âge, il espère donc un fils, ça va être malheureusement une fille, et pourtant l'avenir de la Provence est en jeu quand même. Oui, alors pourquoi est-ce qu'il espère un fils? Parce que c'est un homme, c'est pas un guerrier, mais c'est quelqu'un qui depuis son plus jeune âge a dû se battre pour être là où il est. Il faut se dire que Raymond Béranger V, à l'âge de 4 ans, il a été séquestré, il a été kidnappé par un grand-oncle, parce que son père était Alphonse d'Aragon, roi d'Aragon et de Provence, et au décès de son père, sa mère, Gersande de Sabran, met son fils, 4 ans, le légitime pour qu'il devienne le futur comte de Provence. Et là, ça ne plaît pas beaucoup à ce grand-oncle qui le kidnappe, qui le séquestre et qui va mettre son fils à la place, qui s'appelle un certain Nuno. Et pendant quelques années, il sera séquestré. Pendant ce temps-là, Nuno va régner sur la Provence. Il va y avoir une grande anarchie et à un moment donné, Gersande, donc la mère de Raymond Béranger V, Gersande de Sabran, va commanditer le rapatriement de la libération de son fils, va envoyer quelques grands seigneurs provençaux en Aragon, ils vont le libérer, il est au château de Monzone, ils vont le libérer et il revient à l'âge de 11 ans. Et là, elle le remet à la tête de ce comté de Provence et elle prend la régence pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il ait la majorité. La majorité à l'époque, c'est 14 ans. À partir de 14 ans, vous pouvez régner. Ça a été le cas pour Louis IX, le roi Louis, qui est devenu roi à l'âge de 14 ans. Donc, toute sa vie, il va avoir à lutter, à se battre pour conserver, non pas pour conquérir, c'est pas un conquérant, mais pour conserver cette Provence et surtout pour l'unifier. Voilà. Alors il va mettre en place donc une stratégie matrimoniale, on pourrait l'appeler ainsi, qui tient dans cette phrase que vous citez et qui est énoncée en fait par l'un de ses conseillers qui dit: au centre la Provence, autour d'elle la ronde des prédateurs. À l'ouest il y a Toulouse et plus loin l'Aragon et l'Aquitaine des Plantagenets. Au nord il y a la France des Capétiens. À l'est la Lombardie et au-delà la papauté, l'Empire. Au sud la mer. Il faudra faire en sorte qu'en ces 4 directions retentisse le chant de nos cigales, afin qu'à l'exemple de la parole de l'Évangile, il charme l'ami et désarme l'ennemi. Avec l'aide de Dieu, vos filles sauront le faire entendre pour assurer votre gloire, Monseigneur. Tout est résumé là. Voilà, celui qui tient ces propos-là, c'est un jeune conseiller, brillantissime. Il est juge-mage à Aix, au palais de justice d'Aix. Et il s'appelle Romet de Villeneuve, c'est un fils de notable. Villeneuve, c'est une famille qui s'appelle Villanova, qui est une famille catalane. Et il a aujourd'hui, représenterait nos polytechniciens ou nos énarques. Enfin, c'est quelqu'un d'excessivement brillant qui va avoir à gérer
et à remettre de l'ordre dans les finances de ce comté. Et c'est lui qui a l'idée de ces mariages, de ces 4 mariages. Et il va convaincre d'abord la mère des 4 demoiselles. Alors, il faut dire un mot sur cette mère. Ah, qui a un rôle énorme dans cette stratégie. C'est Béatrice de Savoie. C'est une femme extraordinaire. Pour moi, c'est peut-être le grand rôle du livre, bien qu'on suive d'abord essentiellement ces 4 filles, mais c'est un rôle majeur. C'est une Savoyarde, c'est-à-dire cette grande famille de Savoie, de femmes et d'hommes d'État. Et c'est elle qui va donner l'éducation à ces filles, parce qu'elle sait qu'un jour, elles auront à être mariées à des seigneurs. Elle ne sait pas encore que ce seront des rois ou des futurs rois, mais il faut leur donner une grande éducation. Et c'est elle qui va leur apprendre avec les plus grands professeurs, des juifs, des chrétiens, les sciences, la philosophie, la gestion. Elles vont apprendre tout ça. La culture, la musique. Donc ce sont des perles. À 13 ans, ce sont des perles. Si vous permettez, je vais vous citer, parce que là, ça dit beaucoup de choses sur ce rôle de Béatrice, de cette comtesse, qui dit, à un certain moment, vous allez connaître des épreuves bien plus terribles dans votre vie, parce qu'elles viennent de découvrir un épisode qu'on ne révélera pas. Il vous faudra les affronter avec courage et dignité, mais jamais, non jamais, vous ne devrez céder ni accepter la défaite. Et puis, il y a ce passage, alors qu'elles sont à la chasse à l'épervier, toutes les 5, où la mère dit, la violence et la cruauté ne sont pas l'apanage des éperviers, vous les retrouverez partout chez nos semblables. Là, l'une de ses filles lui dit, ne sont-elles pas des péchés, mère? Évidemment, lui répond-elle, puisque c'est contraire à la bonté et à la charité, mais qu'elles sont si profondément ancrées dans le cœur des hommes qu'elles étouffent la peur des sanctions. Sachez, mes filles, que vous aurez à vous défendre contre ceux qui les exerceront contre vous. Oui, et les éduquent vraiment aussi à la vie, à la dure vie qui les attend. Oui, parce qu'elles vont être parachutées dans un monde d'hommes, dans un monde de pouvoir, d'intrigue, de cour, dans un monde où si on n'est pas un conquérant, eh bien on meurt ou on retrécit. Et il va falloir lutter. Il va falloir lutter contre les cours, mais il va falloir lutter aussi contre leurs maris, parfois, parce que c'est quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, qui est imposé et qui est... quelques-unes ont de la chance et d'autres en ont moins. Et puis cette mère, elle veut aussi pour ses filles ce qu'elle n'a pas eu, c'est-à-dire qu'elle soit associée au pouvoir. Oui, alors elle l'a eu, le pouvoir, elle l'a, mais pas cette dimension-là. Pas cette dimension-là. Alors, il fallait convaincre, je reviens à Romée de Villeneuve, Béatrice de Savoie, il fallait convaincre aussi Raymond Béranger V, là c'est plus facile, mais Romée leur dit, eh bien, écoutez, il va falloir trouver les princes et les rois de cette époque, et il va falloir alterner. C'est-à-dire un coup, on va choisir les Franchimans, les Capétiens, c'est-à-dire Louis IX. Un coup, on va choisir les Plantagenets, qui sont ennemis, etc., etc. Et c'est Romée comme ça qui va avoir cette stratégie, c'est le Talleyrand de l'époque. Et il réussit, sauf pour la dernière, il aura un remords. Alors on va commencer avec la première, donc Marguerite. L'aînée, qui va donc être mariée au roi de France, Louis. Qu'est-ce qui fait que Louis, le futur Saint Louis, accepte ce mariage? Quel est l'intérêt pour lui d'avoir la main sur la Provence? L'intérêt pour lui, c'est que cette Provence, c'est le passage sur la mer. Il a cette trouée sur Aigues-Mortes, mais il lui faut ce passage. Et surtout, il faut pacifier ce sud qui se fait la guerre en permanence. On vient après les Cathares, les Albigeois, et il faut pacifier. Et en fait, c'est pas le roi Louis IX qui décide, c'est sa mère. Et sa mère, c'est Blanche de Castille. Et ça, c'est un personnage extrêmement fort. On voit bien que ce siècle, qui est un siècle, je le disais tout à l'heure, d'hommes et de guerriers, est aussi un siècle de femmes. Vous avez Gersante de Sabran qui met son fils, mais vous avez aussi Blanche de Castille qui va imposer Louis IX à la cour, qui va régenter, qui va avoir une autorité extraordinaire. C'est une femme politique, c'est une femme de tête. Quand Marguerite est mariée à Louis, d'abord c'est Blanche de Castille qui négocie ce mariage avec Romée de Villeneuve, qui se déplace, qui va négocier cela. Et quand il se marie, Marguerite a 13 ans, Louis IX en a 20,
ils sont très très beaux, c'est un mariage de raison, c'est un mariage qui immédiatement se transforme en mariage d'amour. C'est la succès, je dirais la love story de l'époque. C'est un vrai mariage d'amour, ils auront 11 enfants, il n'y aura jamais un coup de canif au mariage. Les deux s'aiment, les deux vont être affrontés communément aux épreuves. Elle partira en croisade avec lui. Donc c'est un vrai couple qui est en train de se fabriquer. Et Blanche de Castille le voit tout de suite. Elle sent que son fils a une attirance physique, intellectuelle, mais physique envers Marguerite. Et là, elle voit une concurrente. Et moi aussi, les années venues à la couche. Oui, oui. Et le premier cadeau qu'elle fait à sa belle-fille, c'est une Bible. Et elle lui offre cette Bible, et Marguerite la découvre, elle l'ouvre et elle tombe sur la première enluminure qui commence la Bible, et on voit Blanche de Castille remettant la couronne à son fils Louis, en lui disant « Tiens, ma petite, le jour où tu arriveras à couper le cordon entre lui et moi, c'est pas demain que ça arrivera. » Et toute sa vie, Marguerite va essayer, non pas de devenir, mais de ressembler à Blanche de Castille. Il y a 2 moments où elle essaie d'y parvenir. C'est un peu plus tard. En croisade. Alors, en croisade, lorsque Louis IX est fait prisonnier. Vous savez qu'ils vont partir pendant 6 ans en croisade. Et elle l'accompagnera. D'ailleurs, au moment où elle l'accompagne, Blanche de Castille ne comprend pas que Marguerite puisse suivre son fils. Et elle lui dit, vous allez conquérir les infidèles ou danser la carole. Et lui part avec elle parce qu'il a besoin d'elle. Il a besoin, c'est physique, il a besoin aussi d'une femme de confiance à ses côtés. Parce que le jour, dans les moments pénibles, il faudra qu'elle puisse se servir entre guillemets, d'agent de liaison, de trait d'union entre la France et fasse passer des messages avec la situation en Orient. Et à ce moment-là, il est fait prisonnier. Elle se trouve à Damiette et elle attend un enfant. Elle va accoucher de 3 enfants en croisade. Ils vont rester 6 ans. Elle donnera naissance à 3 enfants, et notamment Jean Tristan. Alors Jean, ils avaient décidé qu'il l'appellerait Jean, et c'est elle qui, au dernier moment, rajoute Tristan pour se rappeler des heures tristes qu'elle vit loin de son mari, parce qu'il est capturé, il est captif avec ses frères à ce moment-là. Et c'est elle qui va gérer la libération de son mari. C'est elle qui va négocier, c'est elle qui va réunir une forte somme d'argent, et là, il lui en ressort éternellement reconnaissant. Elle lui démontre ses capacités à faire front devant une situation difficile. Il s'en souviendra, mais il ne la désignera pas, il ne l'imagine pas encore en Blanche de Castille. Et la deuxième tentative qu'elle fait, et là il sera fâché, c'est que, on en parlera peut-être tout à l'heure de la mort de Louis, qui est un drame chez cette femme. C'est son deuxième fils, après la mort de Louis, son premier fils qui est décédé. C'est donc Philippe, qui deviendra Philippe III le Hardi, qui sera en charge des affaires. Et au moment où il a 18 ans, elle va voir Philippe, elle le prend à part et elle lui dit « Jure-moi, fais-moi le serment que jusqu'à 30 ans, tu me garderas à tes côtés et tu seras sous ma tutelle. » Et là, Louis apprend ça. L'enfant dit « Oui, je te le jure. » Et Louis apprend ça et envoie des émissaires auprès du pape pour que l'enfant soit levé, son fils soit levé de ce serment. Et là, il est très contrarié, très énervé, et elle le sent. Il se dit, c'est pas gagné. Et puis, quand Louis IX se croisera pour la deuxième fois, il part en croisade en 1248, c'est sa première croisade, mais c'est la 7e. Et lorsqu'il partira 20 ans plus tard, en 1270, pour lui, sa deuxième, qui sera la 8e, il ne l'emmène pas. Et donc là, elle espère qu'il va la nommer régente. Et il ne la nomme pas régente, il nomme 2 de ses conseillers, un prêtre et un conseiller qui est Simon de Nesle, qui est à cause de sa et là, elle comprend qu'elle ne sera jamais
Blanche de Castille. Et pourquoi? C'est à cause de la pression qu'elle a exercée sur Philippe? Ça l'a beaucoup vexé? C'est ce qui lui fait prendre... Non, c'est tout simplement qu'il ne l'a jamais vue comme une femme politique. Il connaît son talent, il connaît sa loyauté, il connaît son intelligence, mais il ne remplacera jamais Blanche de Castille. C'est lui le roi et il le restera jusqu'au bout. Et il nommera des conseillers pour leur faculté, leur jugement. Alors, on ne l'a pas dit aussi, on le dira peut-être aussi pour les autres sœurs, elles ont eu, comme leur mère, beaucoup de difficultés pour avoir des enfants, des fils notamment. Elles ont perdu également beaucoup d'enfants dans cette oui, famille. on meurt beaucoup et il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Bon, Marguerite, je parlais de la mort de Louis. Louis a 16 ans lorsqu'il décède. D'ailleurs, il décède au moment où son père revient et sa mère reviennent de croisade. Il décède 5 ans après, je crois que c'est je ne vais pas me tromper de mois. L'année, c'est 1260, je crois que c'est fin de l'année. Et il décède. C'est au moment d'ailleurs où toute la famille est réunie. Marguerite avait envie à ce retour de croisade de réunir ses sœurs, de réunir sa mère. Donc les sœurs sont là. La mère est venue et l'enfant meurt. Et le roi Henri III, donc, qui est son gendre, en signe d'amitié, en signe de fratrie, en signe de liaison et de force de cette famille, de liens familiaux, portera le corps de Louis jusqu'à Royaumont, là où il reposera un temps. Éléonore, la deuxième, elle aussi aura des malheurs. Elle perdra sa fille, Katharina, qui est à l'âge de 4 ans. Katharina est sourde et muette et elle la perdra. Sancy aura 2 enfants. Le premier mourra très vite, 1 mois après sa naissance. Et Béatrice aura des malheurs également. De ce côté-là, on meurt beaucoup. Quant à Jean Tristan, je voudrais revenir simplement. Jean Tristan qui, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, né en croisade en 1250, donc au moment où Louis IX est fait prisonnier. Il naît en croisade et il mourra en croisade 20 ans plus tard, au moment où son père se croise à nouveau. Il emmène ses fils, il n'emmène plus ses frères, etc. Il emmène ses fils, il emmène les fils aussi d'Éléonore, Édouard d'Angleterre. Et là, l'enfant, Jean Tristan, mourra quelques jours avant le décès de son père. Alors on va parler un peu d'Éléonore qui va donc se marier à l'âge de... Elle a 16 ans de moins qu'Henri d'Angleterre, hein, c'est ça, à l'époque où elle se marie? Oui, alors Henri III est plus âgé à ce moment-là que le roi Louis IX. Elle a presque 14, elle a un peu moins de 14 ans. La différence d'âge est plus grande. Alors lui, physiquement, c'est pas ça. Hein. Vous dites qu'il a la paupière... c'est pas un canon de beauté. Ah non, la paupière tombante et le visage chevalin, ça donne envie. Il est sympathique, c'est quelqu'un de très gentil, d'après ce que l'on sait. Mais c'est pas le canon de beauté de l'époque. En tout cas, c'est pas comme ça qu'Éléonore avait imaginé son mari. Suite au mariage de sa sœur. Voilà, suite au mariage de sa sœur, avec un beau roi, jeune, un roi puissant, qui incarne à ce moment-là, et c'est très important au XIIIe siècle, qui incarne la chrétienté. Elle imagine en permanence ce futur seigneur, ce futur roi qui viendra l'enlever et qui deviendra son mari. D'ailleurs, elle fait un songe à ce moment-là, mais là on est dans le roman. Alors chaque fois qu'on est dans le roman, je vous le dirai, comme ça au moins il n'y a pas... mais on est dans le roman parce que bon, je suis arlésien, donc je voulais y mettre aussi un petit peu de ma Provence, celle de mes souvenirs, etc. Et quand vous habitez Arles, quand vous êtes né en Arles, à Arles ou en Arles, selon les puristes, eh bien, vous ne pouvez pas ne pas être épris de pierre, d'histoire, parce que c'est une ville extraordinaire pour ça, c'est un métissage, il y a des traces du passé extraordinaires. Et il y a les Aliscamps. Ces Aliscamps, c'est un immense champ de tombes gallo-romaines. Et il y a des légendes en permanence à Arles. Vous avez Saint-Trophime qui a vraiment existé et qui était à Arles. Et à un moment donné, Arles est assiégée par les Sarrasins. Et à Saint-Trophime, pardon, pas à Saint-Trophime, aux Aliscamps, Saint-Trophime est réfugié là parce que vous avez des marais, des étangs. Et les étangs servent à nourrir la population. Or, il n'y a plus de poissons, ou ceux qui sont là sont pourris, ne sont pas comestibles. Et là, la légende dit que Saint-Trophime se met à prier intensément et le Christ lui apparaît. Et
Vous avez d'ailleurs à Arles, à côté des Aliscamps, un endroit qui s'appelle la Genouillade, tout simplement, mais ça on me l'a raconté, c'est des légendes qui viennent du passé. Vous avez un endroit qui s'appelle la Genouillade tout simplement parce que le Christ à ce moment-là aurait posé son genou sur un rocher. Alors on vous montre la marque de l'encoche dans la pierre. Bon. Mais tout ça, ça va. Alors on est dans la légende, mais je me suis dit, si moi je suis dans la légende encore, elle, au XIIIe siècle, elle y est encore, elle y est déjà. Et donc, j'invente ce songe des Aliscamps tout simplement parce que elle est tellement imbibée par la force de Saint-Trophime et de ce Christ qui serait apparu aux Aliscamps, qu'elle-même, dans une nuit, pense que le Christ la rencontre et lui dépose cette couronne qu'elle espère parce que sa sœur a épousé un roi, qu'elle a une très belle couronne et qu'elle aimerait en avoir une autre. Donc elle imagine ce Christ qui lui dépose cette couronne au-dessus de la tête, mais la couronne est tellement lourde qu'elle s'enfonce dans les marécages des Aliscamps. Vous voyez, et je dis que ce songe-là va m'aider à bâtir également et à montrer la lutte qu'Éléonore va devoir mener pour sauver la couronne qu'elle va le recevoir et pour sauver la couronne qui est sur la tête de son futur mari, qui est Henri III, Plantagenet, roi d'Angleterre. Cette couronne-là, c'est elle, Éléonore, qui va en permanence se batailler et guerroyer pour qu'elle reste sur la tête de son mari, parce qu'elle a un fils qui s'appelle Édouard, et elle aimerait que la couronne aille sur la tête de son fils, et elle y parviendra. Donc ça, c'est une... Éléonore, c'est la moins provençale de toutes, c'est celle qui ressemble le plus à Béatrice de Savoie, c'est une Savoyarde, c'est une femme de tête. Et quand elle a 13 ans et demi, un peu moins de 14 ans, et qu'on lui dit, ça y est, tu vas te marier, et c'est le roi d'Angleterre, elle est très émue. Quand elle le voit, elle dit, bon, c'est pas l'homme de ma vie, mais ma mère m'a toujours dit qu'il fallait que j'occupe cette fonction un jour, que j'occuperai une fonction importante, donc je vais l'occuper. Et elle l'occupe. Et d'ailleurs, lors de sa nuit de noces, je la fais, là je suis dans le roman, et je la fais penser à Delphin, qui est un écuyer de sa mère, et elle le voit, elle l'imagine, et ça lui permet de passer la nuit. Bon, mais là on est un peu dans le roman quand même, hein. Donc elle sent déjà qu'elle va avoir une emprise sur lui parce qu'il n'a pas une très forte personnalité. C'est un gentil, comme on dit. Mais elle n'a pas de l'influence tout de suite, ainsi que Marguerite d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsque la guerre se déclenche entre la France et l'Angleterre, elle n'arrive pas à peser sur leurs époux à ce moment-là. À partir de quel moment elles vont réussir vraiment à peser sur les décisions? Alors, Éléonore principalement. Éléonore va peser. Par exemple, Plantagenet, Henri III, il faut se dire qu'il n'a qu'une chose en tête, c'est de récupérer les terres perdues par son père, Jean sans Terre, auparavant. Donc il veut récupérer l'Anjou, le Maine, la Touraine, etc. Et il va tout faire pour essayer de récupérer avant que Louis IX ne parte en croisade. Il va s'appuyer là-dessus sur un petit peu Raymond de Toulouse, au sud. Il va s'appuyer sur Simon de Montfort. Et puis tout ça se fomente et il va partir à la reconquête de ces terres. Donc il va mener bataille contre Louis IX, son beau-frère. Là, c'est le premier gros dossier qu'a à gérer Éléonore. Et elle lui conseille de ne pas le faire. Elle lui dit, tu sais, t'es pas sûr de réussir. Et lui, il est convaincu, il y va. Et il va échouer très très vite. Louis IX va immédiatement l'arrêter dans ses projets. Et il est un peu à la fois déçu et je dirais vexé. Et à partir de ce moment-là, les seigneurs et les barons anglais ne vont jamais plus le lâcher. C'est-à-dire, ils vont l'encourager toujours à se battre à nouveau, et surtout, ils vont le déstabiliser. Ils vont passer leur temps à le déstabiliser, et à la tête, vous avez quelques barons, quelques seigneurs, notamment Simon de Montfort, et les Lusignans. Pourquoi les Lusignans? Parce que ce sont ses demi-frères. La mère d'Henri III, c'est Isabelle d'Angoulême. En fait, Jean sans Terre s'est marié déjà à une Isabelle, il divorce d'elle, il se marie à Isabelle d'Angoulême, qu'il a
comment dire, il la Kidnappe, kidnappe, ouais. oui, un petit peu. Il l'emmène alors qu'elle devait se marier à un certain Hugues de Lusignan. Et il se marie avec elle et il a des enfants. Il a Henri III avec elle. Jean Santerre meurt et tout naturellement, Isabelle d'Angoulême va se remarier avec Hugues de Lusignan. Et ils auront 4 enfants. Et ces demi-frères n'auront de cesse d'essayer de prendre la couronne à Henri III. Et c'est pour ça qu'elle va se batailler et réussir à... d'étouffer les on peut rentrer dans le conspirations, détail, mais bon, je ne veux pas... C'est d'étouffer les conspirations contre son mari, très très souvent. Voilà. Alors on va essayer de parler aussi des autres filles. Sancy, alors elle c'est la troisième, elle va se marier à Henri, au frère d'Henri, pardon. Quelle est la raison de ce choix en fait, de la part du conseiller de Raymond Béranger? Oui, elle va se marier à Richard de Cornouailles, qui est le frère cadet d'Henri III. Veuf, et qui est veuf. Voilà. C'est un choix là aussi stratégique de Romée de Villeneuve. Il s'est marié, il a marié la première à un Capétien, la deuxième à un Plantagenet. Il se dit que il y aurait peut-être un fils de l'empereur Frédéric II de Westhoffen qui pourrait faire l'affaire. Il y a toujours ce Raymond de Toulouse qui est candidat au mariage de chacune des filles. Il se pose toujours des questions. Et puis il y a des enfants du roi d'Aragon. Il décide de le marier à Richard de Cornouailles parce que à ce moment-là, Plantagenet n'est plus un problème, n'est plus dangereux pour eux. Alors que renforcer le clan des Capétiens pourrait le devenir. Donc on le marie à Richard de Cornouailles. Et Richard de Cornouailles, c'est le frère cadet d'Henri III. C'est un monsieur qui vient de perdre sa femme en couche. Elle vient de mettre au monde Henri, qui deviendra Henri d'Allemagne. Il a 3 bâtards, un légitime, Henri, et puis 3 bâtards. Et il est aussi grand que moi, on l'appelle le pan de Cornouailles. Il ne pense qu'à ressembler à Frédéric II de Westhoffen. Il est complètement omnibulé par la puissance de cet empereur. Et il va considérer Sancy comme la nounou de ses enfants, de son fils légitime et de ses 3 bâtards. Et elle a 13 ans, et les enfants en ont 10. Et donc, elle est complètement sacrifiée. C'est une fille. Alors là, moi, je suis un petit peu, je suis un peu ému chaque fois que je la décris, parce que c'est sans doute la plus fine, c'est sans doute la plus romantique, c'est sans doute celle qui, je ne dis pas la plus intelligente, mais peut-être la plus intellectuelle. Elle connaît les sciences par cœur. On la surnomme d'ailleurs Scientia. Parce que chaque fois qu'elle parle d'or. C'est une fille extrêmement sensible. Quand elle se marie, son père lui offre une harpe. Alors on parlera du roman après. Mais, et elle est sacrifiée à cet homme qui est qui va la cocufier excusez-moi de l'expression, mais qui est un mari volage, qui est un mari migrateur et qui ne s'occupera absolument pas d'elle et qui n'a qu'une envie, c'est de ressembler à son frère, c'est-à-dire d'avoir une couronne sur la tête. Et donc il va essayer de la chercher, cette couronne. Il va la trouver en Germanie, il deviendra roi de Germanie et des Romains. Il recevra la couronne à Aix-la-Chapelle, et donc elle reçoit la couronne, elle aussi. Mais elle est tellement loin de ce monde de conquérants, ce monde de brut, de ce monde de lâcheté parfois qu'il faut avoir pour conclure des alliances. Eh bien, elle recevra cette couronne comme une couronne de nuages, en tout cas une couronne d'épines. Elle ne sera jamais heureuse avec lui, et elle va s'échapper dans ce monde virtuel qui est le monde de la magie, qui est le monde de la musique que l'on peut trouver dans ces immenses forêts de Cornouailles. Elle mourra très jeune, elle mourra à 33 ans, après avoir mis au monde 2 enfants. Et à ce moment-là, au moment où elle meurt, ses sœurs viennent à son chevet, ainsi que sa mère. Et toutes ces femmes qui sont autour d'elle se rendent compte que finalement, ils ne se sont pas occupés d'elle. Béatrice, la mère, après l'avoir mariée, s'est souvent longtemps préoccupée de la 4e qu'il fallait marier, et puis a suivi les affaires des 2 aînés, mais pas de Sancy.
Éléonore, et pourtant c'était une Plantagenet également, Sancy, s'aperçoit qu'elle a, elle a un peu oublié cette sœur qui était sortie un peu de ses préoccupations parce qu'il fallait qu'elle se batte pour conserver la couronne de son mari. Donc c'est la fille sacrifiée, c'est la fille qu'on a un peu oubliée, et c'est un personnage que j'aime bien, moi. Alors Béatrice, elle, la quatrième, elle va hériter d'un sacré fardeau, c'est-à-dire la Provence, à la mort donc de son père. D'ailleurs, ce qui va provoquer quelques amertumes du côté d'ailleurs de ses sœurs. Il y a une réunion à un moment à Chartres où elles se retrouvent toutes les quatre, où elles lui font des reproches, hein, puisque son mari est gouverne de manière assez autocratique, la néglige, se met tout le monde à dos en Provence et lui reproche de ne pas bien finalement prendre en main leur terre. Oui, Charles d'Anjou est un personnage qui est critiqué, qui n'est pas aimé. Il n'est pas aimé de Béatrice de Savoie, c'est-à-dire sa belle-mère. Il n'est pas aimé des Provençaux. Et je ne sais pas s'il est aimé de Béatrice. Béatrice va être dans l'ombre de ce personnage. Alors elle ne dit rien pendant des années, tout simplement parce qu'elle aussi, elle espère que son mari deviendra un grand roi, comme ses sœurs précédentes, ses grandes sœurs. Et donc elle ose pas, et elle le défend chaque fois qu'il est attaqué, soit par sa mère, soit par ses sœurs. Elle le défendra jusqu'au bout, jusqu'à la fin, presque jusqu'à la fin. Parce qu'à un moment donné, lorsque Charles d'Anjou arrivera à ses fins, c'est-à-dire recevra la couronne de Naples et des deux Siciles sur la tête, elle la recevra, elle aura 35 ans à ce moment-là. Et pour y parvenir, il faut se battre. Et il va tuer Manfred. Manfred, qui est un des fils bâtards de Frédéric II de Westhoffen. Il le tue et il met en prison la femme de Manfred, qui s'appelle Hélène, et ses enfants. Et là, il va plus s'occuper d'elle, et elle va croupir avec ses enfants dans une prison. Et les Siciliens, qui n'aiment pas du tout Charles d'Anjou, vont s'émouvoir de la situation de cette femme et de ses enfants. Et vont aller voir Béatrice et vont lui dire: est-ce que tu ne peux pas intercéder, aller voir ton mari pour qu'il soulage un petit peu la peine de cette femme qui n'y est pour rien. Et Charles aura cette réplique, il lui dira écoute, pour être clément, il faut être un saint, et je ne suis pas mon frère. Et effectivement, il ne fera rien pour soulager ça. Et à partir de là, elle se rend compte que vraiment les Siciliens, qui déclencheront les vêpres siciliennes, et les Provençaux, peut-être avaient-ils raison de le considérer comme un épervier, comme quelqu'un qui était dur et qui ne pensait qu'à la conquête. Et là, elle sera déçue de cet amour. Elle va mourir un an après. Et elle mourra, voilà, elle mourra un an plus tard, à l'âge de 36 ans, sans doute des fièvres attrapées dans les marais au sud, au pied du Vésuve. Alors le destin des autres, donc Éléonore va se retirer dans un couvent à l'âge de 63 ans, elle va, après la mort de ses deux enfants d'ailleurs, hein. Elle va mourir d'ailleurs au couvent. Oui. Marguerite est donc la dernière, l'aînée, mais qui va survivre finalement à ses trois sœurs. Elle vivra jusqu'à 74-75 ans, Marguerite. Et sans avoir récupéré la Provence, qu'elle a essayé quand même de faire sur la fin quand même. Non, elle aura tout tenté, elle aura tout essayé, avec l'aide même de sa mère, qui la douairière, Béatrice de Savoie. Et elle n'y parviendra pas. Il faut dire que cette Provence, elle est restée dans le cœur de ses filles longtemps, toute leur vie. C'est quelque chose qui est à la fois comment dire, quelque chose d'agréable, un rêve, un sucre, une gourmandise, un dessert pour eux chaque fois qu'elles y pensent, mais en même temps une douleur parce que ça leur a échappé. Et puis, en plus, ça a échappé totalement à ses filles, puisque c'est Charles qui en héritera, et après lui, le fils Charles, qui est boiteux. On a beaucoup parlé des faits historiques, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie de romancée dans ce livre, notamment cette histoire des 4 cigales. On devait peut-être d'ailleurs nous Tout parler. Est vrai, sauf ce qui est faux. Très bien. C'est un exercice. Il y a très peu de choses. Il n'y a pas d'erreur historique dans le sens. Attendez, je ne me permettrai pas qu'il n'y ait pas de dire qu'il n'y ait pas d'erreur historique, parce qu'il y en a sans doute, peut-être, je ne sais pas en tout cas. Mais en tout cas, il y a une vraie démarche très, très, très honnête vis-à-vis de l'histoire. Et je me suis permis certains écarts ou certaines interprétations uniquement avec des personnages secondaires, des personnages qui me permettaient, vous savez, dans cette ossature, dans cette colonne vertébrale qu'est l'histoire,
de tisser un fil un peu romanesque qui me permettait d'inventer la fin. L'histoire ne vous permet pas d'inventer la fin. Or, moi, je donne une fin qui est ma fin. Et donc, pour la bâtir, il fallait que j'invente quelques petits personnages qui recueillent en fait, et qui recueillent quelque chose d'essentiel, que sont les quatre cigales que le père offre à chacune des filles. J'en ai parlé des cigales? Non, justement. J'en ai pas parlé, non, parce que bon. Ouais. Alors. En même temps, faut pas trop en dire, parce que c'est aussi la fin de. Oui, mais je dirais pas la fin. Allez-y, je vous en prie. Alors, le père, en fait, chaque fois qu'une de ses sœurs, une de ses filles se marie, lui offre une cigale. Alors la première, Marguerite, va avoir une très belle cigale, toute petite cigale comme ça, mais c'est une cigale en émeraude et en rubis. Et lorsqu'elle écarte les ailes, eh bien, il y a un parfum de lavande et de pin qui s'en dégage. Et il lui dit, quand tu seras à Paris, à la cour de France, eh bien, et que tu auras un peu le blues de ton pays, tu ouvriras, tu sentiras, et comme ça, tu feras vivre ta Provence natale. Lorsque Éléonore se marie avec Henri III, il lui offre également une cigale, mais en cristal, en lui disant, lorsque dans les brumes du Nord londoniennes, tu auras le spleen, et ben, à travers la lumière qui se reflètera dans cette cigale en cristal, tu reverras tout le soleil et toute la lumière de ta Provence natale. La troisième, Sancy, aura une cigale en or, parce que l'or, c'est le symbole de la richesse, mais la richesse du cœur et de l'esprit, et elle en a beaucoup, et du cœur et de l'esprit. Et quant à la troisième, Béatrice, puisqu'elle hérite de la Provence, elle aura tout simplement une petite cigale en bois d'olivier, gravée, sculptée par le père. Toute simple. Mais celle-ci, elle n'a pas de prix, puisqu'elle représente toute la Provence. Et ces 4 cigales, bien sûr, ont un destin, mais ça, c'est le roman. Qu'il faudra lire. Alors cette histoire qui a quand même eu lieu il y a quand même 800 ans, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle est un peu empreinte quand même d'une certaine modernité, mine de rien? Je crois que dès lors que vous regardez l'histoire à travers les personnages, à travers les sentiments, à travers les émotions, vous êtes forcément dans la modernité. C'est-à-dire que le pouvoir, le besoin de conquête, la jalousie, la trahison, l'amour, le rêve d'amour, vous savez, Roméo et Juliette, c'est éternel. Donc on est là dans quelque chose qui est très proche de nous. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est-à-dire que m'intéresser qu'aux dates, qu'aux faits, certes c'est important, mais quand vous dites qu'une décision a été prise tout simplement parce que vous avez un homme ou une femme et que c'est humain et que vous pouvez être surpris par leur décision parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se produit, alors soit parce qu'il est conseillé, soit parce qu'il n'est pas conseillé, soit parce qu'il y a un souvenir d'enfance qui renaît, hop, il prend une décision, vous ne savez pas pourquoi, elle échappe à l'entendement, elle échappe à tout ce qui peut à un moment donné être la logique de l'analyse, de la stratégie. Il y a un homme ou une femme qui dit « moi je vais faire ça ». Et c'est ça qui me passionne parce que ça donne parfois de très grandes choses ou de très grands malheurs. Alors, ce livre, il sent bon aussi la Provence, vous le dites. Moi, j'ai qu'une envie, là, c'est d'aller en Provence une fois avoir terminé votre livre. Il est dédié aussi à une Provençale qui était votre mère, qui fut reine aussi. J'ai lu ça quelque part, reine de province, c'est vrai? Alors, je l'ai dédié à ma mère, tout simplement parce que c'est une Provençale, une vraie Provençale. Ma famille maternelle est provençale depuis plusieurs générations. C'est quelqu'un qui m'a fait aimer, nous a fait aimer, mon frère et ma sœur, cette Provence. C'est une femme qui a représenté merveilleusement la Provence. Elle a été élue en 1946 reine des provinces françaises en habit d'Arlésienne. Alors bon, à l'époque, c'était la tradition, vous savez, la sortie de la guerre. Et c'était la Miss France d'aujourd'hui, sauf qu'elle ne posait pas dans certains magazines. Et donc, j'ai gardé ce souvenir et que chaque fois que je vais à Arles, que je vais dans les musées, je vois la photo de ma mère, je vois les assiettes à l'effigie de ma mère, je vois des choses qui rappellent ce passé. Et elle était très, très, très belle. Donc, cette Arlésienne, quand on dit l'Arlésienne, on ne la voit jamais. Moi, je l'ai vue toute ma vie, quoi. Donc, quand elle est décédée, il y a 4 ans, le hasard a fait que j'ai trouvé cette idée de livre, j'ai trouvé une coïncidence troublante. C'est une envie de vous relier à nouveau avec votre région. Oui, et puis c'était une envie, vous savez, quand vous avez un certain âge... De redécouvrir vos origines. Voilà, j'avais envie de
de rendre un peu hommage à tout ce qui m'avait fait. Je pense que je suis de ceux qui pensent que les villes qui vous ont vu naître sont constitutives de ce que vous êtes, quelque part, sans qu'on s'en rende compte. Si vous aimez telle chose, c'est peut-être parce que tout petit, soit de par votre éducation, mais soit tout simplement par le hasard de votre naissance, vous avez été entouré de murs, de lieux, de gens. Et c'est en cela que je crois beaucoup que le patrimoine est important et que l'architecture est très importante pour nos vies. L'architecture est un élément de la société. C'est pas simplement quelque chose de technique. Une vraie architecture de ville, c'est quelque chose qui imprègne chez vous dès votre enfance quelque chose et donc qui finalement vous parle et vous constitue. Est-ce que vous avez pensé à un de vos professeurs d'histoire en écrivant ce roman, celui qui vous a donné l'envie de vous intéresser à l'histoire et aussi l'envie d'être journaliste? Ah oui, moi c'est une... écoutez, je suis allé samedi, j'étais à Montpellier pour signer à la FNAC mon livre. Et si je suis devenu journaliste, c'est grâce à mon professeur d'histoire et de géographie que j'avais en première et terminale à Montpellier. Et c'est lui qui m'a donné le goût des gens, le goût d'aller vers l'histoire, le goût de la concision, et c'est lui qui m'a fait naître cette vocation journalistique. Et donc j'ai toujours fait référence à ce professeur d'histoire. Un jour j'ai reçu les palmes académiques, je le lui ai dédié. Et samedi matin, 2 jours avant, une journaliste du Midi Libre m'avait interviewé. Et j'avais parlé tout naturellement de mon professeur d'histoire en disant, vous savez, si j'ai fait ce métier, c'est grâce à mon professeur d'histoire. Et donc le samedi après-midi, je vais signer mes livres à la FNAC, il y avait un monde. Et puis à un moment donné, je lève la tête et je vois ce professeur d'histoire. Et spontanément, je me suis levé, je l'ai embrassé, il était surpris. Et je lui ai dit, si je suis là, c'est grâce à vous. Et si je fais ce métier, c'est grâce à vous. Et je vous en serai éternellement reconnaissant. Donc, et en plus, il venait faire signer son livre, mon livre. Et j'ai trouvé ça touchant. Donc, les gens qui étaient là se sont dit, tiens, il se passe quelque chose, qui sait, etc. C'était tout simplement mon prof d'histoire. Est-ce que vous disiez que vous aviez envie, à un certain âge, effectivement, de redécouvrir vos origines? Est-ce que vous n'êtes pas aussi dans une phase un peu de transmission, après avoir sans doute beaucoup reçu dans votre métier, dans votre vie en général? Je pense ce titre des Racines et des ailes. C'est vraiment un titre d'ouverture, de transmission. Oui, mais je crois que vous avez dit le bon mot. Je crois que si j'ai créé des Racines et des ailes, c'est pour la transmission. Je vais y revenir dans un instant. Et je crois que si je me présente à la présidence de France Télévisions, c'est aussi à un moment donné que, après 32 ans de télévision, où j'étais sur les planches, où j'étais dans la vitrine ou dans la coulisse, j'ai envie aussi de donner un élan nouveau et de dire qu'il y a des choses importantes à faire avec cet outil audiovisuel. Donc on est là dans une logique de transmission. Des Racines et des ailes, j'ai trouvé le titre avec des amis, en parlant avec des amis de l'éducation de mes enfants. Moi j'ai 4 enfants. On discutait un petit peu de ce qu'on en avait de notre vision de l'éducation de parents. Et j'ai dit, moi j'ai envie de donner à mes enfants des racines et des ailes. Des racines parce qu'il faut qu'ils aient un bagage, il faut qu'ils aient une culture, il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. Et puis des ailes parce qu'à un moment donné, on va les perdre, ils vont partir, ils vont faire leur vie, et qu'il faudra d'ailleurs qu'ils le fassent et qu'ils se détachent du nid, et que j'aimerais qu'ils aient à ce moment-là un bagage. Et j'ai toujours fait en sorte de marier les deux mots, des racines et des ailes. N'avoir que des racines, je dis aux gens, faites attention, n'avoir que des racines, c'est se recroqueviller, c'est prendre le risque de se recroqueviller sur soi, d'être étriqué. N'avoir que des ailes, c'est prendre le risque de se donner un destin de feuilles mortes, c'est-à-dire ça passe, on est futile, on est léger. Mais avoir les deux, on a un bagage, on sait d'où on vient, on sait d'où vient notre civilisation, qui était faite de mixage, de rencontres, de carrefours, mais on sait d'où on vient, on sait comment on a été fait. Et on peut aller vers les autres, on peut aller, ce que je dis souvent, retrouver un peu ou trouver la vérité sur le chemin de l'autre, sans crainte. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est se construire mais aussi s'ouvrir. Et pour moi, des racines et des ailes, c'est ça. Ça a dû être difficile à imposer comme titre. Alors, ça n'a pas été difficile à imposer parce que quand on m'a demandé de créer ce magazine pour remplacer la marche du siècle. À un moment donné, il y avait notre Jean-Marie Cavada qui a fait un travail formidable et qui allait être nommé président de Radio France. Et à un moment donné, il fallait aussi travailler à sa succession. Et on m'a dit, tiens, tu devrais
créer un magazine. Et je leur ai dit, ben, je vais l'appeler Des racines et des ailes. C'est vrai qu'à ce moment-là, on m'a dit très poliment, très diplomatiquement, pas un peu littéraire ton titre. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que je l'appelle, comme j'avais appelé Zone Interdite, quelque chose de plus fort, plus agressif, plus reconnaissable immédiatement. Mais j'ai tenu bon, j'ai dit non, j'ai vraiment envie de l'appeler comme ça parce que je crois que c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Et je crois qu'à un moment donné, vous savez, vous avez dans un parcours de journaliste, en tout cas c'est mon cas, une maturité qui se fait. Moi j'ai créé grosso modo plusieurs magazines, mais il y en a 3 qui ont marqué. C'est Reporter sur la 5. Je l'ai créé parce qu'il n'y avait plus, en 1987, il n'y avait plus de magazines de grands reportages à la télévision française, quelles que soient les chaînes. Et j'avais besoin de dire que le métier de journaliste était ce métier de reporter et qu'il fallait être témoin. Et donc, je l'avais appelé Reporter. Puis, plus tard, j'ai été directeur de l'information d'M6. Et là, on m'a demandé de créer ce magazine, Zone Interdite. Et je l'ai créé tout simplement parce que j'ai été très impressionné par un film de Tarkovsky, qui était un Russe. Et nous étions à l'époque en pleine Union soviétique, hein, c'était encore lourd. Et ce film s'appelait Stalker. C'était un film qui racontait l'histoire d'un passeur. Stalker, ça veut dire passeur. Et qui faisait passer les gens à travers une zone, qu'il intitulait dans le film Zone Interdite, qui était une zone opaque. Mais chacun pouvait y voir ce qu'il voulait. Alors il y a les croyants qui voyaient derrière le paradis, le ciel, et puis il y a les démocrates qui voyaient l'Union soviétique devant et derrière l'Occident, la démocratie et la liberté. Chacun voyait ce qu'il voulait. Mais moi j'y ai vu un autre symbole, j'ai vu l'opacité et le travail du journaliste en disant, eh bien, chaque fois le journaliste, lui, il doit traverser cette zone pour aller vers un peu plus de clairvoyance, de clarté, de lumière, vers la vérité. Et je l'ai appelé Zone Interdite pour ça. Et en plus, comme c'était un dimanche soir qui était Zone Interdite pour les magazines face au film, j'ai dit, on va le marteler et on s'en souviendra. Et puis, quand je suis passé sur la 3, Des racines et des ailes, c'était parce que j'avais envie, à ce moment-là, et c'est vrai qu'avec l'âge, on avait envie de transmettre, on avait envie de dire qu'on n'a plus envie de faire les mêmes éternels sujets sur les maux de la société, les bleus de la société. On a envie aussi de montrer du beau, on a envie de dire que, comme Stendhal et Dostoïevski, que le beau est une espérance, une promesse de bonheur. Voilà, j'avais envie de dire tout ça, et c'est pour ça que je tenais à appeler ce titre. Mais ce titre, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas inventé finalement, il existait. Vous savez, à force de lire, à force de discuter, à force de travailler sur des dossiers, ben, vous devenez presque une éponge. Et les gens m'ont dit, mais tu sais, avec le succès de l'émission, parce que pas tout de suite, mais avec le succès de l'émission, ils m'ont dit, mais tu sais que c'est un proverbe sanskrit qui dit exactement la définition que j'avais trouvée, qui est, il y a 2 choses essentielles à donner à ses enfants, ce sont des racines et des ailes. Et je l'ai découvert après. Et j'ai découvert après aussi que Romain Gary, dans un de ses livres, l'avait mis en exergue d'un de ses romans. Vous voyez, tout ça après revient, remonte, et vous dites que vous êtes en plein dans ce que recherchent un petit peu aussi les gens. Et je crois que c'est un beau programme, en tout cas, pour l'avenir, que de transmettre des choses. Moi, je disais tout à l'heure à un de vos confrères, vous savez, la télévision, c'est un outil merveilleux. Il y a en France, en moyenne, les Français regardent la télévision 3h40 par jour. Donc quand il y a des gens qui n'ont que cet outil pour s'informer, que ce moyen pour aller au spectacle, pour aller se cultiver, parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de sortir, ou parce qu'ils n'ont pas géographiquement la possibilité d'avoir le spectacle sous les yeux, vous ne pouvez pas, quand vous êtes une chaîne de service public ou un groupe de service public, ne pas faire quelque chose pour ces gens-là. Alors c'est effectivement toujours facile à dire avant, mais le président de France Télévisions que vous avez envie d'être, il rêve de quelle télévision, notamment culturelle, parce que vous connaissez la fameuse discussion entre la demande des gens et les chiffres d'audience qui ne sont jamais au rendez-vous, alors que pourtant tout le monde a envie d'émissions culturelles sur le livre, et lorsqu'on les crée, finalement, il n'y a pas l'audience derrière. De quelle télévision vous rêvez? Est-ce que vous pensez que vous pourrez ensuite... Il n'y a pas l'audience derrière parce qu'on ne sait peut-être pas les faire. Donc... Vous savez, quand j'ai décidé avec Des racines et des ailes d'aller faire une émission au Louvre, il y a 6 ans,
À France 3, on m'a regardé avec des yeux écarquillés en me disant au Louvre, dans un musée. Et je dis oui, on va faire un musée. Et puis ça a formidablement marché. Mais il y avait l'appréhension des professionnels de télévision, et puis il y avait l'appréhension aussi des autres, ceux qui sont en face, c'est-à-dire ceux qui détiennent le savoir, les historiens, les conservateurs de musées, les spécialistes, qui voyaient la télévision comme le diable. Donc à un moment donné, quand vous arrivez à réconcilier tout ça et à trouver l'écriture qui fait qu'à un moment donné, les gens ont envie de communiquer leur savoir et vous permettez à ceux qui en ont envie d'y accéder, faites le plus beau métier du monde. C'est extraordinaire. Et donc je pense que ce ne sont pas les genres qui sont interdits, qui doivent être interdits ou qui ne marchent pas à la télévision. Ce n'est pas le livre qui ne marche pas, ce n'est pas tel aspect de la culture, c'est peut-être nous, professionnels, qui n'avons pas encore trouvé la bonne écriture pour ce lien, pour qu'on tisse ce lien entre ceux qui savent et ceux qui ont envie d'accéder à cette culture. Je voudrais vous dire, en tout cas au nom de tous ceux qui sont là, je vous dis vraiment sans flagornerie, et je le pense sincèrement, c'est une des plus belles émissions de la télévision aujourd'hui, des Racines et des Ailes, et non seulement sur le contenu, mais aussi sur la forme, parce que... Merci, vous allez... Non, mais, et je le dis sur le fond, mais aussi sur la forme, et on ne le dit pas assez, mais c'est une des émissions les mieux réalisées, les mieux éclairées. Oui, l'éclairage de cette émission est absolument bluffant. On fait un effort considérable de lumière, on fait un effort considérable d'approche des sujets. Il faut que nous nous transformions en conteurs et il faut que donner envie aux gens de se déplacer, d'ouvrir un livre. On ne remplacera jamais le livre, on ne remplacera jamais un vrai travail de chercheur, mais on donnera le goût. Notre travail, c'est de donner le goût et d'être la passerelle qui permet aux gens, à un moment donné, de mieux se projeter, de se guider dans tout ça. On va perdre des Racines et des Ailes si vous êtes élu à président. Non, je ne pense pas que vous perdiez, parce que j'espère que ça continuera. En tout cas, je ferai tout pour que ça continue. Je touche du bois, parce que là, vous me parachutez dans un avenir que je n'ose espérer pour l'instant. Mais non, j'ai une petite idée là-dessus. Mais peut-être que vous gagnerez d'autres émissions de ce style-là. Racontez-nous juste un petit peu les coulisses, puisque dans 15 jours, vous passez cette audition devant le CSA. Comment vous préparez? Comment ça se prépare? Comment ça va se passer, cette audition? Vous le savez déjà? Il y a un dossier de 100 pages à remettre? Ah non, il n'y a pas un dossier. Il y a tout simplement, vous présentez devant 9 juges, qu'on appelle des sages, qui constituent le Conseil de l'audiovisuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, votre projet pour l'entreprise. C'est un projet global? Donc c'est un projet global de contenu, de gestion, de relations de ressources humaines, de relations de gestion humaine, de technique, technologique. C'est le contenu, le contenant, les hommes et votre vision et la façon dont vous allez gérer tout ça avec les répercussions financières, de gestion, les ressources publiques, les ressources qui ne le sont pas, c'est-à-dire la publicité ou d'autres ressources. Voilà, c'est tout ça que vous devez présenter à peu près en 1h15 avec questions-réponses à un moment donné. C'est-à-dire vous présentez pendant 3 quarts d'heure et puis vous avez des questions-réponses les plus précises, parfois bachardes. Enfin, je sais, voilà. C'est la première fois que je le fais, je fais l'exercice. Vous lisez la presse comme nous et clairement, on lit que vous êtes un des favoris, si ce n'est le favori de ce poste. Ça vous stresse plus qu'autre chose? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors moi, je ne suis pas du tout stressé parce que je suis convaincu de ma démarche et que j'ai toujours abordé les choses comme ça. D'abord être convaincu moi-même. D'abord être persuadé du bon concept, de votre idée. Vous savez, quand j'ai pas écrit 36 000 livres, hein, j'ai écrit celui-ci parce que j'avais envie de l'écrire. J'étais sûr qu'il fallait que je le donne. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, il est temps pour moi de donner autre chose. Et donc, je suis complètement serein là-dessus. Je reviens juste 3 semaines en arrière par rapport au référendum européen. On en parlait avec Calix Bayala, qui était le dernier invité. Je lui demandais quel allait être son vote. Je ne vais pas vous demander le vôtre, mais vous, l'homme de culture, est-ce que vous ne regrettez pas ce nom par rapport à cette Europe de culture qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, qui va sans doute avoir encore plus de mal à exister désormais? Écoutez, moi, je n'ai jamais fait cas de mes idées politiques, mais puisque c'est un référendum, un jour, j'ai répondu à la question. Puisque c'est un référendum et que ça concerne chacun d'entre nous, chaque individu, c'est plus le droit de réserve. Voilà. Moi, j'ai voté oui. Je regrette simplement, mais là je prends ma casquette culturelle maintenant, je regrette simplement qu'on n'ait pas
commencer par faire l'Europe, commencer à faire l'Europe, pardon, par la culture. Il n'y a pas plus européen par la culture que nous. Comment dire, quand nous sommes faits de Shakespeare, nous sommes faits de Dante, nous sommes faits de Goethe, nous sommes faits de Michel-Ange, nous sommes faits de tout ça. C'est ça notre culture. Et qu'on n'ait pas commencé par ça, je ne comprends pas. C'était le monde à l'envers. Aujourd'hui, quand vous parlez à nos enfants de tel musée, de tel peintre, de tel écrivain, de tel cinéaste, regardez les cinéastes. Ils sont pour l'instant européens. Alors il y a les Américains, mais il y a eu les Italiens à un moment donné, il y a eu les Allemands, il y a les Espagnols, il y a les Anglais. Tout ça, c'est la culture de nos enfants. Et on n'a pas compris qu'il fallait commencer par ça. Et ce que j'essaie de faire à travers des racines et des ailes, c'est quoi? Si ce n'est pas la culture européenne. Quand vous parlez des demoiselles de Provence, c'est la culture européenne. Vous parlez des Plantagenets, ils étaient là. Vous parlez de Guillaume le Conquérant, pas dans mon livre, mais dans une émission, j'ai fait Guillaume le Conquérant, qui est parti de Caen, qui a construit la plupart des grands monuments de Londres. La tour de Londres a été construite avec la pierre de Caen. Bon, ben c'est ça la culture. Et puis après, c'est les Normands qui vont faire le royaume des deux Siciles. Bon, ben, tout ça, c'est l'Europe. Et je pense que c'était la meilleure façon, plutôt que de le faire de façon économique, politique ou la société du charbon, je pense qu'on aurait dû commencer par l'Europe, de la culture. Alors il y a 600 sages devant vous qui sont prêts à vous poser des questions qui ne seront pas vachardes, je pense. Si vous voulez poser une question à Patrick de Carolis, c'est le moment. Un micro circule dans la salle. Je vous en prie. Passez à la deuxième. Merci beaucoup. Sur n'importe quel sujet. Hein. Pas de questions? Ah, merci madame. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour. Avez-vous l'intention quand même de continuer à écrire des romans sur l'histoire de notre pays? Si j'ai une idée, oui. Alors j'ai un embryon d'idée pour l'instant, mais j'ai pas l'idée. C'est-à-dire que j'ai des intuitions, j'ai quelques envies, mais j'y songe, mais je ne sais pas. Vous savez, j'ai dans la tête un projet depuis, je sais pas, 30 ans, 27 ans. J'ai toujours pas réalisé. Alors peut-être que je commencerai par ça, mais je n'en sais rien. Voilà. Et pourtant, ça, c'est là. Mais, ce que je disais tout à l'heure, j'ai très envie alors, vous me direz, on est loin de tout ça. J'ai très envie d'écrire une comédie musicale. Pourquoi une comédie musicale? C'est pas le symbole de la culture, hein, mais c'est comme ça. J'ai fait du théâtre quand j'étais adolescent, j'ai fait de la danse. Donc j'ai été un petit peu, et j'ai une histoire dans la tête qui est une histoire universelle, qui est une histoire très forte, qui est une histoire très symbolique. Mais bon, écrire une comédie musicale, c'est pas comme écrire un livre. Vous devez d'abord écrire le livret, puis après il faut trouver le compositeur, puis il faut écrire la personne qui fasse la chorégraphie. Donc tout ça, ça se fait uniquement le jour où j'aurai des rendez-vous, que tout s'imbriquera. Pour ce livre, ça s'est imbriqué. J'ai eu ce lieu, cette révélation, cette histoire, mon passé, cette envie, voilà, ça s'est fait. Donc il faut que je ne suis pas un écrivain je n'ai pas besoin d'écrire parce que c'est en moi et qu'il faut absolument que ça sorte. Vous voyez, il y a des écrivains comme ça qui doivent écrire en permanence parce que c'est eux. Ils sont constitués comme ça. Moi, je ne suis pas constitué comme ça. J'estime que mon métier, c'est la télévision, c'est le journalisme. Donc, c'est un plus. Et si je le fais, faut que ça corresponde à ce que je suis. Voilà. Donc, il faut que l'idée corresponde à un moment donné à ce que j'ai envie de faire. Je vous remercie. En quoi justement cette fibre artistique, cette voix artistique que vous avez failli emprunter jeune, donc danse, théâtre, peinture aussi je crois,
Qu'est-ce qui vous en est resté aujourd'hui dans votre vie? Vous présidez un festival de danse et de musique. Oui, j'ai créé un festival à Rocamadour. Dans le Lot, oui, à Rocamadour. C'est la 5e saison que j'ai appelée Les Éclectiques, justement, pour pouvoir faire à la fois du théâtre, de la musique classique, de la danse, etc. Et c'est à un moment donné, bon, vous pouvez plus être danseur, vous pouvez plus, quand vous pouvez plus faire du tennis, vous organisez des matchs de tennis, quoi. Donc j'organise. Voilà, et puis je pense que c'est très naturel. Je pense que je n'avais pas le talent aussi de devenir un grand comédien, un grand peintre ou un grand danseur. Danseur. Donc les choses se font naturellement. Voilà, j'ai trouvé ma voie et puis c'est comme ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que sans rien dire, tous mes 4 enfants font du théâtre. Sont plutôt doués d'ailleurs, je trouve, et ça s'est fait naturellement. Je n'ai rien demandé, donc quelque part ça fait. Vous savez, quand moi j'ai fait de la danse classique, je mesure 1m92 et je mesure 1m92 depuis longtemps. C'est-à-dire à l'âge de 14 ans, j'avais déjà une taille et on me regardait dans la rue. Et on me regardait, j'avais toujours le regard du passant qui disait « T'as vu comme il est grand celui-là ?» Ça marque ça aussi. Et donc, pour soulager les épaules, j'ai fait de la danse. J'ai fait de la danse, non, c'était pas pour ça, c'était tout simplement parce que j'en avais envie. J'avais une copine qui faisait de la danse, donc ça devait, à mon avis, ça devait être ça. Mais ça m'a énormément aidé au maintien, à l'exercice. C'est une discipline très dure, hein. C'est vraiment très dur la danse. Et donc ça m'a appris l'effort, ça m'a appris à me tenir, ça m'a appris certaines... Puis ça m'a ouvert sur la musique, ça m'a appris à travailler avec la musique. Voilà, donc, pour moi c'était naturel de faire ça, comme d'autres faisaient du tennis. Moi j'en ai fait aussi. Mais voilà, c'est un exercice. Je ne voulais pas, je ne rêvais pas d'être danseur. C'était pas une fin en soi, mais c'était une activité culturelle qui me fabriquait, qui me construisait. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. D'autres questions? Tout au fond de la salle. Et puis il y aura également une question au second rang, je le dis pour les personnes qui ont le micro, il y aura également une question ici. Je vous en prie. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous souhaite une élection dont vous venez de parler. Et aurez-vous votre mot à dire sur les programmes futurs dans cette fonction? Ah ben oui. Un petit peu. Bon, alors voilà ma question. Alors peut-être pas immédiatement, parce que vous savez que les grilles sont réalisées, sont faites, sont programmées quasiment 1 an à l'avance. Donc je ne pourrais agir que sur les grilles de 2006 au mieux. Quand vous aurez la main mise... Je sens que vous avez un grief, monsieur. Est-ce que vous pouvez faire le ménage un peu dans certaines émissions qui volent un peu bas? J'ai pas entendu qui? Aurez-vous la possibilité de faire le ménage dans certaines émissions qui nous endorment plutôt que tout le reste, qui nous apportent rien du tout, et puis à part les crimes, les coups de fusil, les coups de pistolet, terminé. Hein. Par exemple, monsieur. Oh une fois ça va, mais 2 fois les criminels, moi j'en ai ras-le-bol. Hein. Les bagarres, tout ça, il y a un peu plus. Vous nous apportez l'art, la culture, les souvenirs. Bon, il n'y a pas que ça, c'est sûr, dans la vie. Mais enfin, il ne faut peut-être pas tout mélanger, la fabrication d'un être humain. Parce il faut effectivement pas tout mélanger, vous avez raison. Mais il ne faut pas, tout simplement, c'est vrai que je vais essayer de rajouter en tout cas beaucoup de choses sur le plan de la culture, je vais essayer, mais il ne faut pas non plus ignorer le reste. Il ne faut pas ignorer la réalité, il y a des journaux, il y a des documents pour ça, il y a des magazines pour ça. Donc il faut un juste milieu, il faut un équilibre. Mais vous savez, parfois il y a un déséquilibre en tout cas actuellement, ça c'est sûr. Madame, je vous en prie. Bonjour monsieur. Le Maine a un très riche passé historique et tout récemment vous nous avez fait une émission sur Nancy, le roi de Pologne. Bien, je voulais vous dire que dans le Maine est mort un des grands chambellans du roi de Pologne qui s'appelait le comte de Montmorency-Laval. Voilà. Ça sera pour la prochaine fois quand je viendrai dans le Maine faire une émission. Ce qui serait souhaitable, c'est que vous veniez nous faire une émission en Sarthe parce que vraiment, vous avez parlé de Jean Santerre, il y a Richard Cœur de Lion et la reine Bérengère. Oui. Voilà. Je ne sais pas si je commencerai par l'émission ou par le livre sur Bérengère.
Est-ce qu'il y a un lieu justement où vous n'avez pas pu tourner encore et que vous rêvez de poser vos caméras? Il y en a un, je crois. Oui, il y en a même deux. Il y en a un qui est le Vatican, et il y en a un autre qui est en discussion, qui est la cité interdite en Chine, à Pékin. Alors le Vatican, oui, il m'a précédé, oui. Le Vatican, ça a failli se faire, et puis j'ai annulé l'émission au tout dernier moment. Voilà. C'était pour le jubilé. Ouais. C'était pour le jubilé. On m'avait fait comprendre que je pourrais faire une émission au Vatican, donc j'avais tout mis en chantier. Et puis petit à petit, je sentais des réticences. Et là où je devais le faire, qui était une grande salle, des réceptions d'ambassadeurs, qui était un lieu fort, qui me permettait de parler à la fois de l'histoire, de la culture. Petit à petit, c'est refermé, et puis on m'a dit ça va être difficile, compliqué finalement, mais tout ça au dernier moment. Et finalement, non, ce qui serait bien, c'est que vous le fassiez juste devant, vous savez, voilà, sous les colonnes, etc. Ce qui pouvait être aussi une bonne émission, mais nous étions en décembre, et même à Rome en décembre, il fait froid. Et j'ai dit à ce moment-là, vous savez, moi, quand j'invite quelqu'un chez moi, je ne le laisse pas sur le seuil de la porte. Donc je leur ai dit, j'arrête là les frais et je ne ferai pas l'émission. Donc j'ai arrêté 3 semaines avant. Et la cité interdite, c'est en bonne voie parce que vous avez Alors la cité interdite, c'est en bonne voie, oui, dans le sens où j'ai le OK de principe. Maintenant, il faut aller sur place, il faut vérifier là aussi la latitude et la faisabilité de certains sujets. Donc tout ça, c'est très long. Entre la prise de décision, le choix du lieu de tournage et le tournage lui-même de l'émission, avec tous les reportages ensuite qui sont insérés, c'est combien? Il y a l'idée, la prise de décision et le tournage. Ouais. L'idée, ça peut être 2 ans avant, comme la Chine par exemple. Ça fait 1 an que j'ai envoyé ma lettre, rencontré les Chinois, etc. Donc, vous voyez, mais on n'a pas encore pris la décision de fabriquer. Et puis, il y a la fabrication. Quand vous avez pris la décision de fabriquer, vous ne fabriquez pas forcément tout de suite. Mais à partir du moment où vous mettez en chantier les choses, il peut se passer entre 5 et 8 mois de travail sur une émission. Ah oui. Quel est votre rôle? Alors, c'est pas tous les jours, mais ça... Vous êtes le rédacteur en chef de l'émission, hormis la présentation. Moi, je ne suis pas le rédacteur en chef de l'émission. J'ai un rédacteur en chef. Je suis l'auteur, le producteur artistique, c'est-à-dire j'assume les choix éditoriaux, je décide des lieux, je décide des histoires. Et puis après, je mets en chantier, on fait mettre en chantier. Et là, j'ai un relais qui est le rédacteur en chef et qui suit l'avancée de chaque reportage, de chaque émission. Je fais des réunions d'étape avec lui pour savoir où on en est. Je travaille parallèlement, moi, mes dossiers. Et puis après, j'ai confrontation avec les journalistes. Et puis, j'ai rencontre avec les invités. Ça assez tardivement. La rencontre avec les invités se fait très tardivement, en tout cas moi, pour avoir cette fraîcheur de rencontre sur le plateau de télévision. Vous validez évidemment tous les reportages qui passent à l'antenne, auxquels vous mettez sans doute votre patte. Vous avez le final cut, comme oui, voilà, et je refais faire quand je ne suis pas satisfait. Je pose des tas de questions aux journalistes, de curiosité, pour vérifier, et puis pour m'informer moi aussi. Et puis on avance et on construit comme ça les étapes. Et puis je leur dis, tiens, tu devrais aller là, parce que j'ai appris qu'il y avait eu un événement, ça serait bien de le traiter, de l'introduire dans ton reportage. Donc ça se fait vraiment avec une équipe. On est une dizaine de journalistes, pas plus. Ah, c'est peu. C'est peu, oui. Mais vous savez, Les Racines et des Ailes, c'est une émission qui a lieu tous les 15 jours, mais qui, en fait, a plusieurs formes. Vous avez l'émission de plateau, où moi je me déplace in situ avec des invités. C'est Nancy, à laquelle vous faisiez référence. Et là, vous n'en avez que 10 par an. Sur ces 10, vous en faites 3, voire 4 maximum à l'étranger, 6 en France. Et le reste, ce sont des grands documentaires. Alors, parmi les grands documentaires, vous avez Versailles secret, Saqqara, ou les Passions patrimoine, des choses comme ça. Mais là,
qui nous permettent, alors là vous avez une équipe qui travaille, une ou deux équipes sur le même documentaire, et là qui mettent parfois un an, on a mis parfois une année, on a mis 2 ans, pardon, une fois on a mis 2 ans pour faire un sujet, je ne sais pas si vous l'aviez vu il y a quelques années, qui était le trafic d'objets d'art. Et donc on avait suivi pendant 2 ans des policiers, voilà. Donc tout ça n'est pas mathématique, hein. Il y a des émissions que vous pouvez faire assez rapidement, il y en a d'autres qui demandent plus de temps. Ça dépend de la difficulté de l'ouvrage. D'autres questions? Madame, je vous en prie. Merci. Bonsoir monsieur. Je reviens sur votre livre et de ces jeunes filles que l'on marie à 13 ans. Pour moi, c'était des viols leur nuit de noces. Peut-être parce que je suis une femme, je ressens plus. Mais je pense aussi qu'elles étaient extrêmement intelligentes, extrêmement formées, comme vous avez dit, mentalement, parce qu'elles étaient avec une force de caractère incroyable. Je ne crois pas qu'une petite fille de... Parce que maintenant, ce sont des... Enfin, on appelle de la pédophilie si un homme s'attaque à une fille de 13 ans maintenant. Vous avez raison sur le choc que l'on peut avoir avec le recul, hein. Et c'est vrai que vous avez lu le livre, hein. C'est vrai que je décris ces nuits de noces assez pudiquement, mais en même temps en laissant quand même l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ressente effectivement ce choc qu'elles peuvent subir et ce rapport à l'homme qu'elles ont pour la première fois qui est brutal. C'est vrai, vous avez bien interprété en tout cas les scènes. J'ai essayé de le faire assez pudiquement, mais moi ça m'a marqué. Ça m'a d'autant plus marqué que j'ai une fille, mon quatrième enfant est une fille, 3 garçons et une fille, qui a 14 ans. Et quand j'ai commencé ce livre, elle n'avait que 12 ans. Et je l'ai vu grandir et je m'imaginais ce que ça pouvait être. Mais on est dans une autre époque et on ne peut pas la comprendre totalement, cette époque-là. Et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que quand on se mariait avec des rois, il fallait les 3 premières nuits étaient des nuits d'abstinence. Oui. Saint-Louis va respecter, c'était des nuits d'abstinence et de prière. Donc on priait la nuit avec sa femme, et Saint-Louis va respecter ces 3 nuits de prière, pas les autres. Pas les autres. Mais je pense tout de même que c'était des jeunes filles qui étaient beaucoup plus mûres, parce qu'elles arrivent tout de suite à des positions dans la vie. Je ne pense pas qu'une jeune fille de 13 ans maintenant arriverait à la même position. Oui, je crois que le rapport à l'enfant était tout autre. D'abord, la vie était plus difficile, plus courte, et puis plus nomade. Et oui, elles ont leurs enfants à 14 ans, 15 ans. Absolument. Mais après, elles ont une force de caractère. Oui, mais comme vous avez dit, nous sommes dans la... J'ai pas terminé le livre. Pardon ? Je n'ai pas terminé le livre, donc vous avez dit tout à l'heure que certaines meurent à 36 ans, donc oui. Vraiment 33, très jeunes. 33, oui. 36, 63 et 75. Qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié, pardon. Oui, monsieur, je vous en prie. Voilà, ce n'est pas une question tout à fait, mais une simple réflexion qui rejoint celle du monsieur que j'entendais tout à l'heure vis-à-vis de la télévision. En quelque sorte, c'est à l'homme de télévision que je m'adresse, moi. Vous avez raison, les gens regardent la télévision 3 heures, 3 heures et demie par jour. C'est magnifique, c'est énorme en même temps, avec tous les dangers, tout ce que ça pourrait apporter. Et vos émissions à vous sont belles. Il n'y a pas évidemment que la culture, il y a aussi la variété. Vous avez raison d'en parler, mais même dans ces émissions-là, il faudrait vous arranger, j'espère, quand vous serez président, pour qu'on cesse d'appeler bien ce qui n'est qu'intérêt, d'appeler beau ce qui n'est que joli, et d'appeler amour ce qui n'est que plaisir. Vous savez le faire, apprenez aux autres à en faire autant, car la télévision est un moyen énorme.
Je reçois le message 5 sur 5. Bien, on va s'arrêter là parce qu'il est 20h30. Monsieur le Président, vous souhaitez peut-être dire merci beaucoup à tous. Donc c'est la fin de la saison donc, de la Voix au chapitre. On se retrouvera au mois d'octobre prochain. Évidemment, je ne vais pas vous donner déjà des noms, parce que tout simplement, il n'y en a pas encore. Je voudrais remercier sincèrement bonne soirée à vous tous. Patrick de Carolis et vous souhaiter bonne chance Merci. pour les 15 jours et 3 semaines qui viennent. Merci à vous. Patrick de Carolis va signer tout de suite donc son livre Les Demoiselles de Provence. Merci, bonne soirée et bonnes vacances.